Bonjour à tous et bienvenue dans SimMove, le premier podcast de simulation en santé en français, en collaboration avec le magazine SimZine. Je m'appelle Fouad Marar et je serai l'heureux animateur de ce podcast. Je suis médecin, enseignant en santé et surtout passionné de simulation en santé depuis plus de 15 ans. À travers chaque épisode de cette série, nous tenterons de mettre en lumière les acteurs et les initiatives qui font la simulation d'aujourd'hui et de demain dans le monde francophone. Alors, que vous soyez un expert en la matière ou juste curieux d'en savoir plus, je pense que ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, allons voir ce que notre invité du jour a d'intéressant pour nous. Et notre invité du jour, justement, le voilà, c'est Guillaume de Cormeilles. Guillaume de Cormeilles, pour la présentation du jour, c'est toujours compliqué pour moi, parce que je le connais depuis très longtemps, et je suis pas le seul, il y a plein de gens qui le connaissent. Alors on va le laisser faire. Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, merci beaucoup Fouad pour cette invitation pour laquelle je suis très honoré. Et je vais très bien à la veille de mes vacances. Ah, bah écoute, on est tous un petit peu soit au retour, soit au départ des vacances en ce mois de juillet, en cette fin de mois de juillet. On va commencer tout de suite par essayer de savoir comment toi, en tant qu'expert en simulation, tu es tombé dans cette affaire-là, comment, avec qui, dans quelles conditions. Dis-nous tout et on se lance dans cette conversation. Alors, en quelques mots, donc effectivement, moi je suis infirmier de formation, plutôt avec un parcours en infirmier de soins intensifs, médecine intensive, réanimation sur le CHU de Toulouse. Et puis à travers les différentes rencontres de médecins anesthésistes réanimateurs, une en particulier, Élodie Brunel, m'a dit, écoute Guillaume, il y a le centre de simulation au CHU de Toulouse, je pense que ton profil serait hyper intéressant. Et j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Elle m'a dit, contacte Fouad Marar. Et donc, bah, c'est sur ces entrefaites que j'ai pris contact avec toi. Et puis, bah, de fil en aiguille, en 2011, à l'ouverture du cancéropole, de la réanimation du cancéropole, l'histoire a commencé. Et Trop donc, c'est bien. à travers ça que j'ai pu te rencontrer Sébastien Coiraz, qui était déjà dans les fils, et le centre étant chapeauté par Thomas Gerhardt à l'époque. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, tu m'as initié dans le cycle de formation en simulation. Ah, donc tu te souviens des apéros simu qu'on faisait pour former les gens en interne. Et c'est une thématique qu'on va aborder probablement dans la conversation, mais merci déjà de rappeler que il y a toujours des pionniers dans les activités de simu, et parmi les pionniers, il y a toujours ces gens qui sont capables de détecter dans l'activité clinique des profils qui seraient aussi très utiles au centre de simulation. Et c'est vrai qu'Élodie, c'était un peu son truc. Et on te salue si tu nous écoutes, Élodie. Elle avait tendance à dire je le verrais bien au centre de simulation. Ou voilà. Donc Exactement. cool. Ben, merci Élodie de nous avoir amené Guillaume, puisque l'aventure a continué. Et puis on a fait plein de choses ensemble. Et dans cette équipe où on a fini par être une quarantaine quasiment en soins critiques à faire de la simulation 2 fois par semaine. Il y a pas de mystère, hein. Si j'ai choisi de t'inviter, c'est probablement parce que tu as des choses à nous raconter, et puis surtout ton parcours va probablement aider des gens qui eux se posent la question en tant que soignants, infirmiers de réa, chercheurs, comment ils pourraient contribuer. Et c'est vrai que il y en a pas 10 comme toi dans le pays, clairement. Et je le dis pas parce qu'on est amis, je le dis parce que j'ai cherché et j'en ai pas trouvé 10 comme toi dans le pays. Ton profil d'infirmier, vraiment ancré dans la communauté soins critiques avec la SRLF, la SFAR, etc. Ta mobilité, ton innovation dès ta pratique clinique, hein, t'as pas attendu le centre de simulation pour te lancer dans l'innovation. Tes différents profils de recherche que tu vas nous décrire, et surtout, moi, que je trouve très intéressant, ton aller-retour, ton passage dans l'industrie, ben, font de toi un expert en simulation assez unique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces parties clés de ton parcours qui font que maintenant, en simulation, et notamment en simulation numérique, ben, t'es à peu près légitime pour causer? Ouais, ben alors c'est vrai que certains m'appelleraient un petit peu une forme hybride dans la formation, d'autres me qualifient parfois de bulldozer. Je pense Effectivement, j'ai un parcours qui est peut-être atypique. Donc après la partie infirmière, j'ai toujours eu une activité aussi extra-clinique en tant qu'infirmier lieutenant sapeur-pompier, en passant aussi par la partie armée, et puis une carrière universitaire en parallèle de l'activité clinique. Alors c'est vrai que l'activité clinique
Dans la partie de la réanimation, il y a eu, comme tu l'as cité, j'étais membre actif de la commission recherche épidémiologique de recherche clinique de la SRLF pendant de nombreuses années. En parallèle, je me suis formé à la recherche paramédicale et sciences infirmières dès les débuts en 2010. En tout cas, enfin pour moi, quand j'ai été touché un petit peu par cette fibre. Et puis la partie universitaire qui a progressé au cours de mon activité clinique avec l'acquisition, ou en tout cas la participation à un master 2 en sciences de l'éducation et de la formation, et qui m'a permis d'acquérir des bases, en tout cas, ou les prémices de certaines bases dans les sciences de l'éducation. Et puis, forcément, quand tu as un master 2, la carrière universitaire poussant derrière et connaissant l'évolution de notre profession dans les cadres de licence, master, doctorat, euh, poursuivant aussi la piste de mon cher ami Sébastien Coiraz, qui a été pionnier à chaque étape aussi de cette phase-là, lui-même ayant une thèse en sciences de l'éducation, eh bien, moi, je me suis dit, mais pourquoi pas un autre penchant de l'éducation et plutôt de s'intéresser aux apprentissages et comment les apprenants apprennent. Et c'est en ce sens qu'il me fallait trouver un directeur de thèse dans ces sciences cognitives que je ne connaissais pas du tout. Et c'est à travers le réseau professionnel du monde des sapeurs-pompiers que j'ai rencontré ma future directrice de thèse, Nathalie Huet, que je salue au passage, et qui m'a dit, mais tu sais lire un article scientifique? Bon, eh ben, ok, ton profil est intéressant, on y va. Et en parallèle, c'est vrai que bah, ce qui était hyper intéressant dans la mise en relation, et tu verras que moi j'aime beaucoup mettre en relation, et les gens qui me connaissent savent très bien que j'aime bien mettre en relation les gens pour faire euh, progresser la science ou notre métier, ou en tout cas les profils personnels, eh bien, ça a permis aussi d'ouvrir un partenariat avec le centre de simulation de Toulouse et euh, une des branches de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Sébastien l'avait ouvert avec les sciences de l'éducation. Eh bien, moi, je l'ai ouvert avec le laboratoire de clés en psychologie cognitive, pour lequel des étudiants de master travaillent avec des chirurgiens sur la suture, les apprentissages, etc. Et donc, finalement, ça a ouvert d'autres branches. Et Cool. donc, par ce biais, bah, moi, j'ai intégré la partie de l'apprentissage plutôt centrée sur comment les étudiants apprennent avec de la simulation numérique. Mais comme tout projet de thèse, il faut trouver un financement. Et là encore, le CHU de Toulouse ne soutenant pas cette démarche-là, eh bien, j'ai dû trouver un financement par moi-même en faisant la convention CIFRE et le projet avec donc soutenu par les projets ANR. Et je pense que j'étais un des seuls ou des premiers infirmiers à faire des conventions CIFRE. Et je me souviendrai toujours d'une conversation, et tu sais, c'est toujours dans ces moments un petit peu fortuits lors de congrès, entre un verre ou... Et là, c'était dans un taxi. Je vais aux journées francophones de recherche en santé. Je prends le taxi avec Madame Monique Rotan-Tondeur, une pionnière des sciences infirmières connue mondialement, et qui me dit, bon alors, Guillaume, t'en es où? Je dis, écoute, je cherche un financement pour ma thèse, j'ai un projet, je sais où je vais. Voilà. Elle me dit, bah, pourquoi tu ferais pas une cifre? Et là, je me suis mis à chercher ce que c'était une cifre. La cifre, il faut être financé potentiellement par un industriel, parce que c'est comme ça que ça se fait. Je me dis, mais, et là, je rencontre, à travers aussi des échanges avec toi, Fouad, que tu connaissais bien Guillaume Brun. Tu me dis, il faut voir Sim4Health. En parallèle, je regarde, je contacte Guillaume Brun. J'avais un projet de créer un simulateur numérique déjà pour la formation des étudiants, des nouveaux arrivants en réanimation, projet qui n'a pas jamais pu aboutir. Et puis, je dis, mais je vais rencontrer Jérôme Leleu, voir si un partenariat CIFRE simulation, ça peut matcher. Je rencontre Guillaume Brun, Jérôme Leleu. En parallèle, je savais déjà qu'ils avaient un doctorat en CIFRE au sein de leur entreprise. Je me dis, il faut que je mise tout dessus. On a misé, on a matché, et finalement 3 ans plus tard, me voilà, écoute, diplômé docteur en psychologie cognitive, ayant fait justement mes travaux de recherche en lien avec la simulation numérique, et aider la société à mettre en place, développer en tout cas, et leur solution de simulateur numérique pour la formation des étudiants infirmiers. Donc finalement, bah, je retombe dans la formation avec les étudiants infirmiers sur une branche inconnue pour moi qui était la simulation numérique, et pour lequel je me suis spécialisé au cours de mes 3 années.
Ah, c'est magnifique parce que il y a plein de messages hyper intéressants que tu pourrais donner à la communauté infirmière et pas que d'ailleurs, mais il n'y a pas besoin d'être un expert pour devenir un expert. À un moment donné, on commence toujours par je sais pas. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est qu'à chaque fois que tu demandes à quelqu'un est-ce qu'il peut t'aider, il a tendance à toujours dire oui parce que tu as cette qualité dans la connexion. Et ça, c'est une vraie compétence. C'est-à-dire qu'on parle toujours de communication, de soft skills, mais il suffit pas d'avoir des techniques de communication. Il faut avoir cette compétence de créer le rapport avec l'autre. Ce que tu fais très bien, ce qui fait qu'on a toujours envie de te conseiller, on a toujours envie de donner ton numéro à une autre personne. Et puis la personne qui ne peut pas, elle te dit moi je peux pas mais va voir Bidule à ma place, et ça je trouve que tu as su capitaliser là-dessus et ton parcours le démontre. Et donc on est passé de la recherche un peu en industrie fondamentale et en industrie à une pratique avec un doctorat. Qu'est-ce qui t'est arrivé entre guillemets, et puis ensuite on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, mais qu'as-tu fait de ce doctorat pour la communauté simulation? Oui, alors alors forcément quand tu as une thèse, c'est de produire de la donnée, en tout cas par rapport à tes travaux, pour alimenter ta science. Ma science, moi, elle a toujours été dans la partie des sciences infirmières et donc des publications essentiellement centrées sur la simulation et le développement de la simulation numérique pour la formation des étudiants infirmiers ou en tout cas de la communauté infirmière. Et c'est en ce sens aussi que je me suis rapproché de beaucoup de sommités internationales dans mes premières publications, en réalisant justement une enquête nationale sur l'usage de la simulation numérique. Et anecdote, étant dans ce créneau-là, je rencontre Antonia Blagnier et Dan Benamou, que je connaissais par la Sophrassi, mais en étant membre, et ils venaient de produire dans leur première étude nationale sur la simulation numérique. Mais là encore, les IFSI étaient sous-représentés. Et moi, travaillant avec l'industriel et connaissant et discutant avec l'intégralité des IFSI de France, je me suis dit, il faut la refaire intégralement spécifique aux IFSI. Et c'était mon premier article scientifique publié justement dans Clinical Simulation, dans lequel j'ai intégré une communauté internationale autour de ce papier. Jean-Christophe Servotte de Belgique, Ah oui, j'ai intégré Esther Léon d'Espagne, qui est une amie, et j'ai communiqué avec Esther Léon auprès de Sommité, parce que je voulais intégrer Kim Layton, mais qui était indisponible à ce moment-là. Et donc j'ai intégré Cynthia Foranda, qui était une des pionnières dans la simulation numérique à l'époque, aux États-Unis, dans le collège en sciences infirmières. Et donc elle a volontiers participé à la réécriture et la lecture de cet article. Et donc finalement, cet article qui était national devient avec une communauté d'auteurs internationale. Et ça, on reverra peut-être à la fin sur mes projets, mais c'est vrai que c'était une richesse. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu apporter, je pense, à la communauté à travers ces travaux-là? C'est la vulgarisation et la dédramatisation de la simulation numérique. Alors, j'ai eu un gros input, c'est forcément le Covid. Je me souviendrai toujours le week-end où on a appris le confinement. J'étais en thèse depuis septembre. J'appelle Jérôme Leleu et je lui dis, écoute Jérôme, lundi on va être confiné. On a une solution qui est géniale qu'il faut adapter. Comment on se mobilise? Et je lui dis, si tu veux mon idée, il faut ouvrir gratuitement toute notre collection à l'ensemble de la formation des 320 ici. Il m'a dit, t'es sûr? Je lui dis banco. Et on a fait une communication, on a ouvert notre plateforme gratuitement, et moi j'ai eu à contacter les gens, leur présenter, les accompagner dans la mise en place de ces simulations-là, et de discuter avec tout le monde. Et finalement, grâce à ça, grâce à cette problématique Covid, eh bien on a pu dédramatiser l'usage du numérique, en tout cas de la simulation numérique, auprès des étudiants infirmières qui, eux, devaient continuer à se former. ouais. Et les IFSI n'avaient pas de rempart. Ils ne savaient pas comment faire. Alors oui, de la visioconférence, un peu distanciel, mais ils n'avaient pas d'outils pour continuer à les former de manière, on va dire, plus intégrative. Et cette solution-là, qui en plus, on le verra d'un point de vue vraiment purement création, répondait aux critères internationaux évoqués par les plus grands noms comme Margaret Verkuel par exemple ou Kim Layton sur comment produire et construire des simulateurs numériques. C'est-à-dire
avec des gens de terrain, avec des industriels, et pas qu'un industriel tout seul. Et Ouais. donc, la solution que proposait Sim4Health répondait à l'ensemble de ces critères-là. Ça a été fait avec 27 IFSI, d'une quarantaine de formateurs, euh, et donc il y avait un produit incontournable pour tenter de pallier aux problématiques du confinement pour la continuité dans l'accompagnement de la formation. Et c'est à travers ça aussi que j'ai pu tirer des bénéfices en faisant une étude rétrospective de l'usage, de vulgariser et de créer des webinaires avec des pionnières sur le raisonnement clinique via l'usage de cette simulation numérique, et donc finalement d'alimenter la communauté avec ces travaux-là. Mmh. Et Donc, bien sûr, je poursuis ouais, à donc l'heure actuelle, mais voilà. mais finalement, comme dans plein d'autres industries, le distanciel, le numérique, a vu une partie de son essor moderne et récent grâce à cet événement qui était le confinement. Moi, ce que je trouve super intéressant, à double titre, c'est que non seulement tu as développé une offre de formation distancielle, numérique, mais en même temps, tu l'as pas développé de là où tu travaillais en tant que clinicien. Ça a pu aussi se faire parce que tu étais dans une société, une institution qui permettait d'avoir cette flexibilité-là. Moi, c'est ça, ça m'intéresse aussi, c'est-à-dire que tu peux nous décrire, toi, de ton aller-retour que tu as fait dans l'industrie, parce que tu n'es plus chez Sim4Health, hein, on va pas faire un podcast pour faire la publicité de Sim4Health, mais ça fait partie de ton parcours, donc forcément que ça prend de la place. Maintenant que tu as fait ton aller-retour et que tu es revenu dans une institution plus traditionnelle de formation initiale, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu penses qui doit être une bonne collaboration, plutôt gagnant-gagnant, entre l'industrie de la simulation et les experts de la simulation, les pratiquants Ouais. en tout cas. Et ouais, je pense que ça va au-delà même à la partie des formateurs en université ou en institut de formation en soins infirmiers. Euh, ce que j'ai gagné et appris, euh, moi je milite pour une hiérarchie qui soit horizontale. Et alors que j'ai toujours connu une hiérarchie pyramidale au sein d'un hôpital. Et c'est, à mon avis, ce qui parfois est très facilitant, mais souvent qui est très, justement, qui sème des embûches. Et donc, par ce biais, rencontrer dans une start-up une vision où ton patron, ton CEO, ton CTO, il est dans la chaise d'à côté, tu discutes, c'est hyper simple, c'est très fluide, et finalement on avance parce qu'on va du tac au tac avec un go, no go, avec des réponses qui ne doivent pas passer par ton N+4 avant d'arriver et redescendre. Si tu veux, ça a été hyper facilitant en me disant mais il faut avancer vite, et si on veut avancer vite, il faut que ce soit fluide. Et donc ça, je pense que ça c'est hyper intéressant et c'est ce qui a permis de mieux comprendre aussi le système un petit peu des startups dans les process, rencontrer aussi, enfin apprendre ce que c'est une gestion de projet avec un chef de projet, avec un peu une BU, business unit, comment ça fonctionne, pour aussi le transposer, répondre à des appels d'offres, à des appels de marché. Et finalement, quand on regarde à l'heure actuelle un formateur dans un IFSI, on lui demande de répondre à des appels à projets régionaux, sans savoir écrire un appel à projet, que ce soit le directeur ou le formateur, et on leur demande des capacités qui vont au-delà de leur capacité qui est simplement d'enseigner ou de transmettre un message, en tout cas de la formation en sciences infirmières. Et là, on leur demande de parfois de écrire des appels à projets, d'être au niveau d'un industriel et donc de savoir toutes les rouages que peut comporter un industriel dans la conception d'un outil informatique, et on leur demande d'être experts sur ça alors que c'est pas leur cœur de métier. Et là où je pense que, d'ailleurs, c'était un de tes inputs aussi avec la Sofrasim et les industriels, quand je suis intervenu moi sur un congrès international au Paraguay sur la VR, il y a une partie éthique. Et je pense que l'industriel doit avoir une part majeure dans le conseil à apporter à ses clients. Euh, il y a effectivement la partie marché, récupération de marché. Ça, c'est un fait, il faut tous vivre. Mais le conseil éclairé, ne pas vendre pour vendre, mais adapter une solution à ton public cible en fonction de tes moyens et en fonction de la pertinence pédagogique. Et ça, Mmh. je pense que si un industriel n'implique pas des gens de cœur de métier ou viennent chercher le conseil de quelqu'un, un conseil éclairant, cœur de métier pour favoriser. Et d'ailleurs, il aura une meilleure visibilité auprès de ses clients en disant non, là je ne peux pas, mon concurrent fait mieux. Moi, j'ai aiguillé des clients à mes concurrents
Et mes concurrents le savent. Et Mm. ça me pose zéro problème. Parce que, in fine, on est là au service de l'apprentissage de la personne. Et donc, autant lui proposer la meilleure offre. Et moi, quelque chose qui va pas me rapporter ou très peu, mais qui va juste me dire, j'ai récupéré un client, ça n'a pas de sens. En tout cas, Ah, ça n'avait pas de sens pour moi. Et c'est en ce sens que aussi Jérôme me suivait dans cette politique-là. est-ce que tu as pas, alors je vais pas te poser une guess what I am thinking question, je vais pas faire ça parce que j'essaye d'enseigner le contraire, mais moi, mon avis, c'est qu'il y a deux leviers sur la qualité de la relation entre l'industrie et l'expertise terrain, on va dire les simulationnistes. Le premier, c'est que l'industriel augmente sa dose d'éthique, mais ça, c'est un vœu pieux. Dès que tu augmentes le nombre de zéros, il y a plein de gens qui arrêtent d'être éthiques. C'est tout à fait, c'est entendable parce que c'est comme ça. L'humain est fait comme ça. On a tous un prix, comme disait un de mes mentors. Et le deuxième, c'est de dire ce que tu décris comme étant un manque dans la formation de ces managers de la formation, hein, typiquement un directeur d'IFSI, un responsable d'unité clinique qui va au centre de Simu, ça reste des compétences de management qu'ils n'ont pas, de management certes de projet essentiellement, mais de management. Et je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un levier dans la façon dont on prépare les équipes de Simu, le faculty development, où justement si ces gens sont meilleurs sur ces compétences-là, la discussion avec l'industriel, c'est pas tout à fait la même. C'est C'est-à-dire pas que la quand même. tu as déjà fait un benchmark de toutes les solutions, pour prendre cet exemple qui est rigolo, audio-vidéo, de ton quartier, ta ville, ta région, de l'écosystème Simu et de l'écosystème international pas Simu, c'est difficile de te vendre une salle à 30 000 euros. Tu vois, parce que tu as fait le travail. Et donc, c'est aussi ce que j'essaye de transmettre, c'est de dire, la démystification, ça me plaît beaucoup comme concept parce qu'on peut devenir expert sur des sujets qui sont pas des sujets de formation initiale, de médecine, de santé, parce que c'est ça qui fait qu'un projet de Simu, il tient sur le long terme. C'est qu'il y ait des gens qui soient capables de répondre, des fois à un industriel, des fois à une agence étatique, des fois à sa propre hiérarchie. Et donc, quand on prépare les équipes à faire de la Simu, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut aussi les préparer à autre chose que écrire un scénario et le jouer. Et il Bien y a sûr. toute cette liste de sous-compétences que le passionné de simu, le simulationniste doit avoir. Et tu sais, quand tu discutes avec nos amis industriels qu'on connaît, hein, en France on n'est pas très nombreux, ils ont plutôt tendance à préférer avoir une discussion avec des gens qui sont déjà un peu éclairés parce que ça leur fait gagner énormément de temps et ils savent qu'ils vont pas faire des devis pour rien, ils vont pas faire des rendez-vous non qualifiés, etc. Ils se disent au moins ils ont fait le travail avant. S'ils nous appellent, c'est qu'ils ont déjà envie de travailler un petit peu avec nous et ça leur diminue les cycles de vente, etc. Enfin, c'est bénéfique dans une relation de vente d'avoir celui qui achète qui sait déjà à peu près ce dont il a besoin. Donc je sais pas ce Mais que ça. si, si, mais là où je te suis, c'est que dans les formations pour lesquelles parfois on opère, hein, avec SIM ou autre, c'est qu'il y a un autre step. Parce que souvent, quand il y a un appel à, par exemple, un exemple simple, tu es dans un IFSI, il y a un formateur qui est formé à la simulation. Bah tiens, il y a un projet, appel à projet simulation, ça va retomber sur qui? Sur le seul qui est formé. Et donc à lui d'être le plus éclairé, le plus formé, discuter avec les industriels, faire son benchmark, faire des choses qu'il n'a pas le temps, il ne sait pas faire. Et donc, je pense qu'il y a des niveaux de formation de formateurs qui doivent être un petit peu ouvertes à ces autres approches des relations avec les industriels et dans la partie chef de projet, expertise, parce que on ne crée pas et on n'achète pas un mannequin avec et au même titre que de la simulation numérique. Il y a Ouais, d'autres choses à faire. Et souvent, l'industriel, non pas par un mannequin, parce que parfois, il y a des experts dans la création des mannequins, des experts en physiologie, on en connaît bien, hein, avec, par exemple, avec William, mais quand on doit créer un simulateur numérique, la propriété intellectuelle de l'expert, la valeur, sa marque, le retour derrière, l'impact, est-ce qu'il y a des royalties sur les ventes? L'industriel va-t-il vendre? Va-t-il pas vendre? La solution, la maintenance, c'est ça. Il faut des conseils éclairés ouais. à ce niveau-là. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais parce que c'est une industrie, et dans une industrie, il y a un écosystème qui tourne autour, et on voit bien, je l'ai écrit plusieurs fois, et on en parle souvent ici dans le podcast, à partir du moment où une industrie est en croissance, la limite, elle est uniquement matérielle, hein, parce que les étudiants arrivent, les référentiels bougent. Donc, à partir du moment où l'écosystème est en croissance, il va y avoir besoin de tous ces services qui vont avec. Et il va, à mon avis, une des urgences, ça va être de repenser le faculty development. Et je répète, je Ouais. continue de le dire en anglais volontairement, parce qu'en anglais, ça dit plus qu'en français. En français, on dit
former les formateurs. Mais c'est pas ça en fait qu'il faut faire. Il faut préparer les équipes à accueillir ce volume de simulation, qu'il soit dans le cadre formatif ou évaluatif, peu importe. À partir du moment où on a une salle où il y a écrit simulation dessus, il faut avoir un bagage suffisant pour et, euh, Hmm. et c'est pour ça que ton parcours est intéressant parce que nous, en fait, on n'a pas fait beaucoup de simulation numérique. On a fait de la simulation à l'ancienne ensemble. On a fait du soin critique pur et dur, de l'annonce de mauvaises nouvelles, du pluriprofessionnel. On était 14 dans la salle, du plein échelle, comme dit Sébastien, qui nous faisait bien vibrer. Et toi, tu es parti justement sur le 2D et le 3D, sur la réalité virtuelle. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence dans la façon dont on approche la simulation. Moi, j'ai l'habitude de dire que en simulation, il y a les quatre fantastiques. Tu vois, il y a mannequin, procédural, VR, PS. Tu vois, comme ça, c'est clair. Il n'y en a pas 10 000. Et donc, ils sont quatre. Il y en a pas qu'un. Donc, ça veut dire qu'on peut commencer un programme ou avoir un programme qui tourne autour d'une modalité. C'est pas un souci. Faut arrêter de se mettre en tête qu'il faut qu'il y ait l'arrêt cardiaque, le Simman qui coûte un bras. Non. En fait, c'est vraiment une modalité, c'en est une. Et dans la modalité simulation numérique que tu maîtrises, il y a quelque chose qui revient pas suffisamment à mon avis et qu'il faudrait que tu devrais nous éclairer là-dessus. Comment on aborde le débriefing d'une séance de simulation numérique? Ouais. C'est effectivement, bah, c'est jamais abordé d'ailleurs dans la faculty development ou très peu. Dans certains DU, moi j'interviens sur un des DU à Toulouse, effectivement sur une partie simulation numérique, mais c'est un grand questionnement. C'est sûr que les méthodes qu'on connaît sur la simulation ou avec une première phase où on doit décrire sa partie, son ressenti avec un numérique, on n'a pas à le faire. Euh, et donc, il y a effectivement Margaret Verkuel dans un livre et d'un livre blanc qu'elle a écrit aussi en français sur la partie du numérique. Elle le décrit très très bien. Et il y a deux phases à mon avis. La première phase dans la simulation numérique, c'est finalement qu'est-ce que ça t'a apporté et comment tu peux le réinvestir dans ta pratique clinique. Donc, il y a des questions qu'on peut poser de manière distancielle ou présentielle, mais ça marche très bien en distanciel, ce qu'on appelle l'auto-débriefing. Et dans cet auto-débriefing, c'est de dire, bah tiens, écris. Alors certainement, elle décrit le modèle en disant il faut que l'apprenant écrive au minimum une dizaine de minutes, ce qui est peut-être un peu complexe, mais ce que je veux simplement apporter comme notion, c'est de permettre à l'étudiant de se questionner sur, à travers la simulation numérique que tu as vue, qu'est-ce que as pu identifier comme matériel, relation, environnement, qui t'évoque le secteur clinique que tu connais ou pas, et de le décrire. Et donc finalement, tu es en train de te faire un micro-monitoring de ce que tu as pensé, de ce que tu as vu, donc tu vas te remémorer ce que tu as vu, et par ce biais-là, tu vas écrire les choses. Ce qui va préparer, te préconditionner à un débriefing qui sera fait de manière synchrone en classe ou de manière virtuelle, mais a posteriori. En débriefing numérique, quand on fait de l'auto-débriefing en amont, il faut obligatoirement avoir ce feedback et faire ce débriefing a posteriori. C'est Ok. pas laisser seul l'étudiant. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième point, c'est qu'est-ce que tu as vu là-dedans que tu pourrais transposer dans ta pratique clinique. Typiquement, avec un des logiciels qui marche très bien sur le calcul de dose qu'a développé donc la société avec laquelle je travaillais, euh, l'idée c'est de voir comment on peut faire cette transposition didactique, c'est-à-dire j'apprends un cas clinique numérique sur mon ordinateur, demain je prends le même cas clinique et j'appuie sur cette notion de même cas clinique que je reproduis en simulation ou en pratique clinique réelle ou en simulation pour voir si j'ai bien ce que j'ai appris, je le maîtrise bien dans les process de calcul, de préparation, etc. Et pourquoi je dis les mêmes cas cliniques? Parce que là, je fais un penchant recherche. Pourquoi, et je pose la question, mais j'ai la réponse, mais pourquoi les méta-analyses qui abordent la simulation numérique et qui disent la simulation numérique fait un minimum aussi bien que les autres simulations, mais tu verras que les simulations numériques, souvent, elles ne concluent pas, ou les méta-analyses ne concluent pas de manière très franche. Pourquoi? Parce qu'on analyse des choux et des carottes. Et que tous les gens qui publient
en simulation numérique ne décrivent pas l'interface souvent de ce qui est fait dans leur simulation numérique. Et forcément, il y en a qui vont appeler la virtual simulation, et je vous invite à lire ce qu'a publié Cynthia Foronda, et bien sûr que ça a été repris dans le dictionnaire traduit pour lequel on a œuvré tous les deux et avec tant d'autres collègues. Mais euh, bah, virtual simulation, ça peut être une vidéo qu'on regarde sur du numérique, ça peut être de la 3D, ça peut être enfin, on mélange des choux et des carottes. Et Ouais. donc, par ce biais-là, il est important quand on fait une étude ou quand on essaye de mesurer, voir l'impact d'une acquisition numérique en réel, il faut que ce soit le même scénario, le même contenu. Et donc, c'est pour ça que ça c'est aussi majeur dans ça. Pour revenir au débriefing, parce que je m'écarte un petit peu de ça, euh, c'est de faire, et moi j'ai proposé un modèle où je pense qu'il faut donner factuellement, reprendre le modèle de Margaret Virtuel qui est très bien sur l'auto-débriefing avec des questions simples, de évoquer qu'est-ce que tu as perçu dans cette simulation, dans cet écran, dans cette interaction, dans les voix qui t'a permis d'évoquer certains signes cliniques, certaines visions, certains diagnostics, etc. Mais par contre, à la fin, c'est aussi de positionner le questionnement sur la satisfaction, bien sûr, mais surtout, je pense, et ça c'est un des modèles que j'ai travaillé lors de ma thèse, c'est toutes les notions autour de l'acceptabilité de cette nouvelle technologie. Parce que typiquement, je fais un point entre, je pense que cet outil-là numérique est super, je suis le, entre guillemets, le prescripteur, le formateur qui va dire, il faut que mes étudiants l'utilisent, mais si l'étudiant n'a pas envie ou en tout cas ne comprend pas, alors certes il faut la culturer peut-être, mais en termes de la facilité d'utilisation ou de l'utilité perçue de l'usage, est-ce que c'est utile dans ma formation, dans mon apprentissage, dans ma progression? Eh bien, s'il ne perçoit pas quelque chose d'utile pour lui, il n'y aura pas ces intentions d'usage. Eh Ouais. bien, en fait, par des simples questions et d'un modèle très simple de Davy sur l'acceptabilité de la nouvelle technologie, on peut mesurer la facilité d'utilisation perçue, l'utilité perçue, qui vont avoir des relations de dépendance sur les intentions d'usage. Et ça, avant d'acheter ou avant lors des tests, eh bien, il est intéressant de questionner tant les formateurs que les étudiants à ces modèles-là. Et ça, j'ai fait une publication dans une revue professionnelle justement pour vulgariser ces approches-là. Et beaucoup de relations d'écrits internationaux de ce modèle sont publiés en sciences infirmières. Et d'ailleurs, ça a valu une des collaborations avec le Canada à ce niveau-là. Mais c'est très intéressant d'avoir ce retour-là. Donc, allez plutôt sur la fin sur l'interface utilisation, l'expérience utilisateur. Ah, mais Et c'est ça me un plaît des ça me plaît ce messages que tu clés qu'il dis. faut passer. Non, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, ça veut dire que si je suis en rendez-vous de démo d'un simulateur numérique, il y a quelques questions à poser. La première est entendue, elle est toujours la même. Elle est basée sur les features. Qu'est-ce qu'est capable de faire votre simulateur? Comment il fonctionne? Quel est le niveau d'auto-débriefing intégré a priori? Comment Ou pas, il y en j'organise a peut-être pas. voilà, est-ce qu'il y en a un déjà et est-ce qu'il est utilisé, est-ce qu'il est facile d'accès? Et surtout, comment je peux intégrer la partie individuelle de la simulation numérique à quelque chose qui serait un débriefing institutionnel, un cours, voilà. Et ça, c'est vrai que l'industriel, lui, Oui. il bloque un peu ici parce qu'il a souvent en face de lui quelqu'un qui dit mais ça va pas marcher avec mon UE 4.5 et en fait c'est là où on peut aider et après les allers-retours entre j'ai fait, j'ai vu, j'ai compris avec l'enseignant pour avoir du feedback sur l'outil, pour savoir si cet outil il reste pertinent sur ces sujets-là. Donc ça veut dire qu'il y a quelques questions à poser quand quelqu'un fait une démo avant même d'accepter d'avoir une démo. Parce que sinon, ça veut dire ça n'a pas de pertinence potentielle. Si déjà il y a pas de, si l'outil n'a pas d'outil d'auto-débriefing, on n'y va même pas. Bah, tout dépend, et je pense que en fait, moi je pars du principe à l'envers, c'est-à-dire que comment intégrer cette simulation numérique dans un parcours de formation, c'est par rapport déjà à la thématique, et la grande difficulté, c'est que l'industriel souvent dit, bah tiens, je vais développer un outil, avec bien sûr son analyse de marché en espérant qu'il ait des ventes, et à l'inverse, il répond pas forcément à la cible de l'ensemble des formateurs, parce que chaque formateur voudrait avoir son propre simulateur numérique, sauf que ça coûte en bas mot entre 30 et 60 000 euros, donc finalement on n'a pas de l'argent pour le faire, et donc il y a un vrai écart. Par contre, là ce qui est important c'est de se dire, ok, il y a une brique construite,
Maintenant, c'est comment je peux l'intégrer. Eh bien, c'est dire, je vais prendre la même thématique et puis je vais faire différentes modalités de simulation ou d'apprentissage en lien avec cette simulation numérique autour de cette thématique-là. Et ce qui fait qu'on va ouvrir un panel complètement différent. Bah, ça, c'est intéressant. Par contre, il faut accompagner le formateur dans son usage parce que souvent, lui, il voit le mur devant. Il voit pas le 360. Ouais. Et c'est aussi, c'est pas parce que un outil numérique intègre de l'autodébriefing ou simplement que du feedback qui ne va pas être utilisé de manière autonome par des étudiants. C'est clair, tu donnes un simulateur clé en main, payé, offert à des étudiants, 80% des étudiants ne le font pas de manière autonome. Donc, il faut le faire en petits groupes, en classe, et faire avec eux souvent les choses. Et ensuite, débattre, argumenter, transposer. Et là, on est dans l'accompagnement, et là, c'est pertinent, et là, on voit les progressions. Et là, on Les voit, étudiants, à l'heure actuelle, sont peu investis par eux-mêmes pour le faire, sauf certains. Les bons restent bons, les moins bons, il faut vraiment les accompagner. Donc finalement, c'est de la perte d'argent d'un côté. Tu vois, ouais. c'est cet équilibre-là qui est pas évident. Moi, c'est un débat qu'on a entendu lors de ta soutenance de thèse, hein, sur l'intérêt et l'impact des tablettes dans l'éducation initiale et même l'adult learning. Mais c'est une belle transition parce que l'idée quand même de ce qu'on fait en simu, tu me diras si je dis une grosse bêtise, c'est de transformer la pratique des gens. Parce on peut travailler avec le SimX dernière génération, 5 personnes dans 5 continents différents. Si derrière il n'y a pas une asepsie de base quand on rentre dans une chambre, bon ben voilà, l'investissement il est peut-être pas rentable pour le patient. Et donc, j'aime beaucoup poser cette question, c'est quand même toi qui es censé donner ton point de vue. Qu'est-ce qui, dans ta pratique, depuis que tu as rencontré le monde de la simu, alors pas forcément ta pratique clinique, mais qu'est-ce qui t'a impressionné en termes d'impact de ce que la simu apporte au monde du soin? C'est très vaste parce que finalement, quand tu as un parcours de 10-15 ans, pour te remémorer tout ça, c'est pas évident. Euh, Moi, je pense que les gens qui n'ont pas encore goûté à ce dispositif de formation, d'être formés à la simulation, ils- ils- je pense qu'ils peuvent pas toucher du doigt l'ampleur que ça peut leur développer au niveau personnel déjà, dans leur posture professionnelle, dans la relation à l'autre, dans savoir comment se comporter et de s'améliorer dans sa pratique clinique. Parce que ça m'a permis d'avoir plus de sang-froid dans les situations d'urgence, d'avoir une meilleure vision globale dans la position du leadership, de finalement de m'améliorer dans beaucoup de choses. Donc finalement, quand on l'a pas vécu et quand on s'est pas aguerri à cette approche, eh ben c'est des choses qu'on peut moins percevoir. Euh, et pour moi, ça, je trouve que c'est fascinant. C'est vraiment un des messages clés, c'est-à-dire que tant que tu n'y as pas goûté, tu peux pas savoir les bienfaits que ça peut t'apporter. Les Mmh. bienfaits, ils sont aussi dans l'ouverture au monde extérieur. Finalement, c'est un petit monde, la simulation au niveau international. Tout le monde se connaît, et en même temps, euh, on part tous le même langage. Et ça, c'est génial. Euh, et on a tous un but. Par contre, là où tu abordes les choses en disant on essaie de transformer les gens, moi je suis plus en disant oui, l'impact va être de les transformer dans leur approche professionnelle, relationnelle ou autre, mais c'est de les accompagner dans leur cheminement réflexif à se dire comment on peut les amener à mieux se développer. Parce que Ouais. eux-mêmes vont peut-être mieux développer les autres. Parce qu'in fine, quelqu'un qu'on forme, il va former des apprenants. Et ces apprenants-là vont être au pied du patient. Et finalement, in fine, nous, c'est l'amélioration de la prise en charge du patient qu'on cherche. À mieux former nos collègues pour mieux qu'ils forment les autres, etc. Donc Ouais. finalement, c'est un dispositif qui est hyper puissant, qui est sous-évalué, enfin, j'ai envie de dire sous-évalué, mais en tout cas Et- sous-développé dans différentes branches. Quand on voit qu'on fait de la simulation à l'entretien annuel d'activité des chefs de service et qu'on a développé ça avec plusieurs collègues et ça marche, les gens disent mais nous, notre centre de simulation n'a pas réussi à le faire. Comment vous là, à 3 personnes, vous avez réussi à le développer et ça marche super. Voilà les mmh. retours qu'on a quand on discute peut-être parce qu'on est extérieur à leur structure, peut-être parce qu'on a mis des experts du management et des experts de la simulation en même temps, peut-être qu'on n'était pas en in situ, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des potentiels majeurs à ce dispositif-là en formation de l'adulte. Moi, ce que je retiens de ta réponse, qui était une réponse un peu de Normand, de peut-être bien que oui, peut-être bien que non,
Ce que je retiens, c'est que à partir du moment où vous commencez à prêcher une certaine parole de bonnes pratiques, à titre personnel, et quand on continue à soigner, il y a un impact qui est forcément un peu de, il y a à minima un soft impact, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas percevoir et qui agit sur sa façon d'être au quotidien. Quand toute la journée au centre de Simu, vous enseignez qu'il faut écouter l'autre, l'air de rien, ce murmure interne fait que quand il y a quelqu'un qui commence à monter en pression dans le service, vous avez ce réflexe de se dire attends, je dis tout le temps qu'il faut écouter, on va voir ce que ça donne là. Et en fait, on est tout le temps en train d'enseigner, de faire ce qu'on enseigne et d'enseigner ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien ce que tu dis parce qu'on est un peu un pont entre une génération qui nous a donné et une génération à qui on va rendre. Et c'est là où il y a tout le continuum entre l'instructeur militaire full metal jacket que tu connais très bien visuellement à l'accompagnateur, le facilitateur Hmm. plutôt socio-constructiviste, tu vas trouver la Ouais. réponse. Et en fait, il n'y a Mais pas le bon formateur, on est là en fait, on est entre les deux. ouais, Et je trouve on que est dans ce que tu dis me fait beaucoup penser à ça en fait. ouais, ouais, et je voudrais vraiment en revenir sur quelque chose pour compléter ça. C'est nous-mêmes, on a eu une prise de conscience au centre de simulation où on était. Hein, avec, on formait beaucoup les infirmiers avec les internes en soins critiques. Et avec une des médecins de notre service, on s'est aperçu qu'effectivement, on prêchait la bonne parole au centre de Simu, mais que dans notre propre service, on n'appliquait pas forcément l'intégralité de ce qu'on promouvait. Et donc là, j'ai dit, on a eu une prise de recul, une prise de conscience. On s'est dit, mince, c'est pas possible. Et donc, on a dû changer notre pratique clinique pour être en parfaite adéquation avec ce qu'on enseignait en parallèle. Sinon, Mmh. c'est au centre de Simio, c'est ça qu'il faut bien faire. Dans ta pratique clinique, bon, tu refais comme tu faisais avant. La réponse, elle est non. Ouais, bien sûr. Il fallait, et surtout qu'on formait nos propres collègues. Donc finalement, et c'est ça, ça nous a permis de grandir en équipe, à mettre en place de bonnes pratiques. Et je pense que ça a vachement aussi fluidifié l'écoute, la relation médicale, paramédicale, et surtout aussi entre collègues. Parce que les temps de débriefing clinique, on n'en faisait pas, on en a mis en place. Une meilleure organisation dans les soins critiques, ça a été un gain exponentiel. C'est pour moi c'est capital parce que ça veut dire que le monde simulé doit quelque part être modélisé et tu sais que on a beaucoup appris ça avec Christophe Joran à la fondation l'Unichaptal, il doit être modélisé sur du réel. Et on va pas inventer un monde de la simu qui n'est pas qui ne s'appuie pas sur une réalité clinique. Et donc effectivement, se comporter comme on enseigne, ça permet de garder le pied entre la réalité du patient clinique et la réalité que je vais transposer au centre de simu. Il faut pas que les centres de simu ça devienne une simulation dans la simulation. À partir du moment où on est au centre de simu, Exactement. on doit avoir une certaine modélisation du réel, surtout pour nos étudiants en formation initiale qui, eux, sont pas capables d'avoir des comparaisons. C'est la première fois ils vont des fois rencontrer une situation clinique sur leur simulateur numérique ou en vrai, pour la première fois. Et sinon, on arrive avec nos patients histoires de chasse, de garde, qui sont tout le temps les mêmes, qui ont tout le temps le même âge, qui ont tout le temps les mêmes antécédents. On va biaiser, entre guillemets, leur vision du monde. Et le premier jeune diabétique de 15 ans qui croiseront dans un service, ils l'auront jamais vu en vrai. Enfin, en simu. Et donc, c'est ça, moi, que j'aime beaucoup, c'est que oui, quand on rentre chez nous, il faut faire cet effort de remodéliser un peu ce qu'on raconte. Et c'est pas un énorme effort, mais ça mérite d'avoir ouais, c'est dans la structure, moi, ce que je disais aux gens avec qui je travaillais, je disais, quand vous rentrez chez vous, ramenez-nous des choses au centre de Simu. Ne revenez jamais les bagages vides au centre, Mm. ramenez-nous des choses. Est-ce que Mm. est-ce que cette anaphylaxie, elle a encore du sens en 2025? Tu vois, c'est une vraie question en fait. Est-ce que cet arrêt cardiaque sur IEC d'un malade qui a tel âge, est-ce qu'il faut encore le faire? Est-ce que c'est relevant? Est-ce que l'incidence de la maladie fait que c'est encore pertinent pour nos futurs internes, etc. Toutes ces questions-là, il faut se les poser. Et dans un programme de simu, les questions, elles sont déjà planifiées. Ça fait partie du job. Et en même temps que je te Ouais. dis ça, je me rends compte qu'on a complètement dépassé le temps habituel, mais ne t'inquiète pas Guillaume, c'est tout le temps comme ça. Et donc on va directement passer à une question que j'aime beaucoup, qui est quasiment le mot de la fin que je vais te laisser Guillaume, parce que je sais que tu es plutôt bon là-dedans. Tu croises quelqu'un qui veut faire de la simu ou qui en fait déjà, mais tu sens que il a du potentiel, comme Elodie l'avait senti en toi. Et tu as le droit de lui dire ce que tu veux, tu as le droit d'utiliser tous les moyens que tu veux, mais tu dois le convaincre de rejoindre l'aventure simu. Eh ben, qu'est-ce que tu lui dis à cette personne?
Je lui dis, viens, on va boire une bière et on en discute. Non, je rigole. Ouais, Mais non, mais c'est un peu ça. Mais je lui dis, mais euh, prenons un rendez-vous, on discute et on voit ce qu'on peut faire. Parce que finalement, c'est quelqu'un qu'il faut pas laisser sur le carreau. Il faut l'accompagner comme moi on m'a accompagné. Et en fait, on a ce service de voir en fait, voilà. Et pour moi, c'est de le mettre sur la voie ou de le réaiguiller, mais de prendre un temps avec lui pour savoir un peu ce qu'il a dans le gilet par rapport à ça, parce que je pense qu'il a peut-être un beau potentiel, effectivement. ouais. Ouais, de lui donner une action à Lui. mettre en place pour rentrer dans l'écosystème. Et en général, on dit, tu sais, Guillaume, on dit, je vais pas, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais je dis aux gens qui nous écoutent, c'est l'action qui mène à la motivation et pas le contraire. D'accord? Exactement. C'est quand on se lève du canapé qu'on commence à travailler. C'est pas parce qu'on pense qu'on va se lever. Et donc, rentrer quelqu'un par une action, quelle qu'elle soit. Moi, il y a pas longtemps, et j'espère qu'elle nous écoute, il y a une formatrice qui m'a dit, j'ai envie de faire de la simu dans ma vie. Je lui ai dit, reviens me voir dans Sans débriefing. Et on travaillera ensemble. Et je pense qu'elle en a déjà fait une bonne partie. Et c'est quoi sans débriefing? C'est des actions, c'est pas des pensées, c'est pas des réflexions. Elle est allée dans un centre de simu, elle a trouvé des gens avec qui travailler, elle a regardé des vidéos, elle a fait du débriefing clinique, peu importe, elle a fait des actions. Et moi je suis très content que tu lui poses ce conseil-là parce que à partir du moment où on fait ça, ça devient tangible pour les gens. Et l'avantage de ça, c'est ils partent ou ils restent. Et ceux qui restent, souvent quand même, 5-10 ans après, ils sont encore dans le coin. Ils sont Et moi, encore là. c'est avec ces gens-là que je pense que la simu doit se développer, parce que c'est là que tu as la maturité pour dire, je vais au congrès, j'y vais pas, je pose un abstract, je pose pas, je fais la formation de formateur, j'en fais pas, je contribue à l'écosystème industriel ou pas. Et en fait, c'est vrai que c'est aussi, tu as raison, notre devoir de sélectionner, ça fait 15 ans qu'on est là, ceux qui potentiellement pourront prendre notre relais pour qu'on puisse aller se reposer. Non. Écoute, Guillaume, je suis obligé de couper, mais avec beaucoup de regrets, même si en off, on va bien entendu continuer à discuter de Simu comme on le fait depuis des années. Merci du temps que tu as passé à cette interview, à la préparer avec moi et à donner ce qui, à mon avis, est ta force, c'est-à-dire tu sais tout, mais tu es quand même très fort en numérique, sans vouloir trop résumer. Merci du temps que tu as pris, et puis merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Un mot de la fin? Moi, le mot de la fin, parce que finalement, c'est vrai qu'on n'a pas pu balayer l'intégralité, mais je pense très clairement, j'espère vivement écouter une de tes prochaines interviews et j'espère que tu le solliciteras. C'est notre cher ami en commun, Médéric Descoings, puisque il travaille sur des données physiologiques d'apprentissage, des courbes d'apprentissage. Moi, je travaille avec des manières. Maintenant, il faut aller encore plus que du numérique vers de la physiologie et des données physiologiques de mesure de la charge cognitive dans l'apprentissage pour savoir s'il faut faire du mannequin le matin, de la VR l'après-midi ou l'inversement ou l'inverse. Et sur ça, je pense qu'il est très fort et on travaille ensemble. Et je pense qu'il faut que ce soit incontournable qu'il soit dans ces podcasts de Move. Et le mot de la fin, c'est si tu tombes dans la marmite, eh ben, je pense que tu y restes. Et je pense que l'intégralité des gens qui sont passés avec toi avaient ce mot-là. Et malheureusement, j'ai peut-être beau en trouver un autre, je pense que c'est comme celui-ci qui reste. Ah, c'est cool. Ben merci pour ce mot de la fin et puis merci de la suggestion de Médéric. Mais tu me connais, tu sais très bien que c'était prévu. On va faire parler Médéric et bien d'autres. Et si vous avez d'ailleurs des idées de personnes inspirantes et qui font de la simu au quotidien, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir à vous, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, ça dépend bien quand vous nous écoutez. Et à très vite pour le prochain épisode de SimMove. Merci et bravo d'avoir suivi cet épisode du podcast SimMove. Si cet épisode vous a semblé utile ou instructif, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Nous rappelons à nos auditeurs que les opinions et les points de vue exprimés au cours de cet épisode et de ces discussions sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement ceux de SimZin et de l'équipe SimMove. A bientôt donc pour un nouvel épisode et comme toujours, merci de votre intérêt pour la simulation en santé.